le milliardaire Amir Alja décida de feindre une grave maladie pour mettre à l'épreuve la loyauté de son entourage. Mais rien ne pouvait le préparer à l'acte audacieux de la fille de sa femme de ménage. Un geste qui allait tout changer. Amir Alja, magnate de l'industrie française, possédait tout ce dont un homme pouvait rêver, des tours qui caressèrent les nuages, un nom qui faisait trembler les marchés et une fortune sans limite. Pourtant, derrière les murs de verre de son penthouse surplombant la Défense, il se sentait profondément seul. « Y a-t-il quelqu'un » murmura-t-il à son reflet. « Qui donc aime l'homme et non l'argent ?» Cette question devint un plan audacieux, dangereux et profondément personnel. « Nous leur dirons que je suis mourant », confia-t-il à son médecin et à son avocat. Dégénérescence cortico-basale. Une maladie rare qui vole peu à peu le corps et l'esprit. Je veux voir qui restera lorsque l'Empire commencera à s'effondrer. Le docteur le prévint. « Amir, cela pourrait te détruire. » « Alors qu'il en soit ainsi, » répondit-il. « Si la loyauté ne survit pas au mensonge, c'est qu'elle n'a jamais existé. » Mais il ignorait encore que la vérité qu'il cherchait ne viendrait pas de son empire, mais d'une fillette. Ce qui avait commencé comme un test de loyauté allait s'achever comme une révélation humaine. Voici l'histoire de la plus grande tromperie d'un milliardaire sel qui lui fit découvrir son seul vrai trésor. Un homme pesant des milliards découvrit que sa vie ne valait rien, jusqu'au jour où il trouva ce que l'argent ne pouvait acheter. Amir Alja, capitaine d'industrie respecté, se tenait devant les immenses baies vitrées de son appartement parisien, un roi solitaire, contemplant son royaume de verre et d'acier. Mais malgré sa richesse, un silence oppressant résonnait dans son cœur, un vide qu'aucun succès n'avait su combler. Il décida qu'il était temps pour une dernière aventure, aussi risquée qu'intime, un test pour révéler la vérité cachée dans le cœur de ceux qui le servaient. L'air de son penthouse toujours parfaitement réglé sentait le cuir ancien de la bibliothèque sur mesure et le parfum léger des orchidées blanches remplacé tous les 3 jours. Pourtant, il lui paraissait lourd, saturé d'une solitude plus étouffante que la brume sur la Seine. Il était un homme qui commandait des armées d'employés, capable de déplacer des marchés mondiaux d'un seul appel. Et pourtant, dans sa propre maison, il se sentait comme un fantôme, visible uniquement à travers la fortune qu'il représentait. Ses mains qui avaient signé des contrats, valant plus que le PIB de petits pays, lui semblaient maintenant vides. Il contempla son reflet dans la vitre impeccable, un homme d'une 60aine d'années, aux yeux vifs et lucides, mais fatigué d'avoir trop vu la cupidité du monde et trop peu de sa bonté. Ses cheveux argentés lui donnaient allure et dignité. Mais au fond, une lassitude profonde le rongeait, lassitude, des sourires sans sincérité, des compliments dégoulinants d'ambition, de la loyauté, achetés au prix de son compte en banque. Y a-t-il quelqu'un, souffla-t-il encore, regardant les lumières de Paris scintiller comme un million d'yeux indifférents. Qui donc voit l'homme, et non sa richesse? Cette question le hantait depuis des mois, surtout depuis qu'un ancien protégé qu'il considérait comme un fils avait été surpris à détourner des millions. La trahison l'avait frappé plus durement que n'importe quelle perte financière et avait confirmé sa plus sombre conviction. Il vivait entouré de gens attendant seulement leur tour pour prendre leur part de lui. Alors, un plan prit forme, douloureux, risqué, mais nécessaire. Il feindrait la chute pour voir qui tenterait de le relever et qui s'enfuirait avec les morceaux. Il fit appeler les 2 seuls hommes qu'il estimait encore sans réserve, le premier docteur Alain Petit, un ami de jeunesse, devenu son médecin personnel, homme d'une intégrité rare, dont le visage portait les traces d'une bienveillance sincère. Le second, Maître Robert Davies, son avocat depuis plus de 40 ans, esprit acéré et loyauté inébranlable. Ils se réunirent dans le bureau privé d'Amir, tapissé de livres d'histoire, de philosophie et d'art. Le chef d'entreprise alla droit au but. « Alain Robert, je vais simuler mon propre déclin. »
Le docteur fronça les sourcils. Amir, qu'est-ce que tu racontes? Tes analyses sont parfaites. Tu es en meilleure santé que la plupart des hommes de ton âge. Mon corps va bien, Alain. C'est mon esprit qui est malade. Malade du doute, répondit Amir, le regard perdu. Je veux faire croire que je suis atteint d'une maladie. Pas un simple problème cardiaque, non. Quelque chose de lent, de cruel, qui me volerait peu à peu mes facultés. Une maladie neurologique rare. Je veux paraître faible, confus, impuissant. Maître Davier, silencieux jusque-là, se pencha vers lui, les yeux fixés sur son client. C'est un pari extrêmement risqué, déclara Maître Daviers d'un ton grave. Amir, tu veux voir qui restera fidèle quand le capitaine donnera l'impression de perdre le contrôle du navire. Exactement, confirma Amir. Je veux voir le vrai visage de ceux à qui j'ai confié l'œuvre de toute ma vie. Mon directeur de cabinet Grégoire, ma directrice financière, Evelyne, mon chef de la sécurité, Bruno, tous. Ils me voient comme un homme invincible. Je veux observer comment ils se comporteront lorsqu'ils croiront que la forteresse s'effondre. Le docteur Alain Petit passa une main dans ses cheveux grisonnants. Il comprenait la douleur de son ami. « C'est faisable, dit-il enfin. Je peux rédiger un faux diagnostic, une atteinte cognitive progressive. Nous pourrons simuler les symptômes avec des médicaments produisant des effets secondaires, visibles mais sans danger des tremblements, un léger trouble de l'élocution. Ce sera crédible. » « Était bien, intervint Maître Davies, dont l'esprit juridique s'activait déjà. Si tu sembles incompétent, Grégoire, et Evelyne tenteront de prendre le contrôle. Ils pourraient demander une mise sous tutelle. Il faut te protéger. »« C'est là que tu interviens, mon ami, » répondit Amir avec un mince sourire, empreint de tristesse. « Je veux qu'ils croient qu'ils gagnent du terrain, qu'ils pensent berner un vieil homme mourant. Je transférerai une grande partie de mes avoirs liquides dans une fiducie secrète que seuls toi et moi pourrons consulter. Qu'ils se battent pour les miettes qu'ils croiront être tout le festin. Je leur donnerai assez de cordes. Tu connais la suite. » L'avocat hocha lentement la tête. « J'établirai des garde-fous. Ce sera une guerre silencieuse de documents et de tromperies. Ils ne sauront qu'ils ont perdu qu'au tout dernier moment. »« Parfait, » répondit Amir, sentant un éclat de détermination percer à travers sa mélancolie. « Le spectacle commence la semaine prochaine. Alain, tu convoqueras une réunion privée avec mon équipe dirigeante pour leur annoncer la terrible nouvelle. Et toi, Robert, tu seras mes yeux et mes oreilles. Je suivrai tout depuis l'ombre de ma propre maison. » Ainsi, la scène fut dressée. Le milliardaire deviendrait un vieil homme fragile, le public serait composé de ses plus proches collaborateurs, et la pièce qu'il s'apprêtait à jouer serait une tragédie de cupidité et de trahison. Amir espérait seulement qu'il y aurait parmi eux au moins un acteur, dont le rôle ne serait pas un mensonge. Une semaine plus tard, l'atmosphère dans la salle de conférence du groupe Alja International, au dernier étage de la tour principale à la Défense, était lourde comme une chape de plomb. La pièce elle-même, monument de pouvoir, était dominée par une longue table de marbre et d'immenses baies vitrées, offrant une vue panoramique sur Paris. Habituellement, ces réunions étaient le théâtre d'esprits vifs et de stratégies assurées. Ce jour-là seul régnait un silence funèbre. Le docteur Alain Petit se tenait en tête de table, le visage empreint d'une tristesse professionnelle. En face de lui, les trois piliers du cercle rapproché d'Amir Grégoire Thibault, le directeur de cabinet homme d'une quarantaine d'années, toujours impeccable dans son costume sur mesure, dont l'ambition se lisait derrière chaque regard calculateur. Evelyne Renaud, la directrice financière, femme aux traits durs et à l'esprit acéré, feignant une inquiétude mesurée, tandis que son esprit évaluait déjà les implications économiques du drame. Et enfin, Bruno Morel, le chef de la sécurité, un colosse à la carrure d'ancien militaire,
censé incarner la loyauté absolue, mais dont le visage trahissait un malaise grandissant face à un monde qu'il ne comprenait plus. « Merci d'être venu si rapidement », commença le docteur Petit d'une voix lourde. Il laissa planer un silence avant de poursuivre. « Je suis ici, en tant que médecin personnel de M. Alja, et les nouvelles que j'apporte sont difficiles. Depuis plusieurs mois, Amir subit des examens privés à la suite d'épisodes de confusion, de perte de mémoire et de fatigue. Nous avons enfin un diagnostic. M. Alja est atteint d'une dégénérescence cortico-basale. C'est une maladie neurologique rare, progressive et incurable. » La salle resta figée. Grégoire fut le premier à parler d'une voix soigneusement dosée, entre le choc et la compassion. « Mon Dieu, à quel point la progression est-elle rapide? »« Elle varie d'un patient à l'autre, » répondit le docteur fidèle au scénario. « Mais elle est inévitable. Ses fonctions cognitives déclineront, ses capacités motrices s'altéreront. Il aura de bons jours et de mauvais jours, mais la tendance générale sera à la détérioration. Nous pouvons gérer les symptômes, pas enrayer la maladie. » Evelyne ajusta ses lunettes et demanda d'un ton froidement professionnel « Et pour l'entreprise ?» »« Pour sa capacité à diriger. » « Il se retirera des opérations quotidiennes immédiatement, » annonça le docteur Petit. « Le stress doit être évité à tout prix. Les jours où il se sentira lucide, il pourra donner des conseils. Les autres, il devra se reposer dans le calme. Il compte sur vous, ses plus proches collaborateurs, pour assurer la stabilité de son empire. Il doit éviter tout stress. Les jours où il se sentira bien, il pourra rester lucide et donner ses orientations. Les autres, il aura besoin de calme et de repos. Il m'a demandé à vous, son équipe de confiance, d'assurer la stabilité de son empire. » Bruno Morel finit par prendre la parole, sa voix grave résonnant dans la salle. « Faut-il renforcer sa protection? Est-il vulnérable? Il le sera sous bien des aspects, » répondit le docteur Petit en les regardant tour à tour. « Il aura besoin de votre loyauté plus que jamais. Il compte sur vous pour protéger son héritage. » La réunion s'acheva quelques minutes plus tard. Les 3 collaborateurs quittèrent la salle de conférence, leurs pas résonnant dans le couloir silencieux. À peine furent-ils hors de portée du médecin que le masque du chagrin commença à se fissurer. « J'ai du mal à y croire, » dit Grégoire, mais ses yeux brillaient d'autre chose que de la tristesse. C'était l'éclat de l'opportunité, le vieux lion commençait enfin à faiblir. « Il nous faut un plan de transition, » déclara Evelyne d'un ton purement professionnel. « Les marchés seront instables si la nouvelle fuitait. Il faut contrôler la communication, consolider le pouvoir. Je vais doubler la sécurité à son étage, » ajouta Bruno. « Personne n'entre ni ne sort sans mon autorisation. Pour sa sécurité, bien sûr. » Ils acquiescèrent tous 3, formant une trinité silencieuse et malsaine d'ambition. Ils croyaient discuter des moyens de protéger un homme mourant. En réalité, ils se comportaient déjà comme des vautours, tournoyant au-dessus d'une proie encore vivante, chacun guettant sa part du butin. Dans son penthouse, Amir Alja observait la scène sur un écran dissimulé. Il voyait le choc fin, les regards calculés, la faim mal contenue dans leurs yeux. Un froid familier s'insinua dans ses veines. La pièce venait de commencer. Plus tard dans la journée, les premiers signes visibles de sa prétendue maladie apparurent. Lorsque son chef cuisinier lui apporta le déjeuner, Amir resta longtemps à fixer la fourchette comme s'il en avait oublié l'usage. Sa main tremblait légèrement, effet secondaire bénin du médicament que lui avait prescrit Alain Petit. Il leva les yeux vers le cuisinier, les pupilles pleines d'une confusion feinte. « Merci, » murmura-t-il d'une voix un peu pâteuse. « Vous pouvez disposer. » Le cuisinier s'inclina et quitta la pièce, le visage empreint de pitié. La nouvelle se répandit parmi le personnel domestique plus vite qu'une traînée de poudre.
le chef invincible était en train de dépérir. Cet après-midi-là, une autre présence entra dans son monde silencieux et solitaire. Claire, l'une des femmes de ménage, travaillait pour lui depuis 5 ans. Discrète et efficace, elle s'effaçait toujours après son service. Mais ce jour-là, elle n'était pas seule. Elle tenait la main d'une fillette d'une dizaine d'années, aux yeux bleus pétillants et aux cheveux blonds en cascade, Chloé, sa fille. L'école ayant fermé plus tôt, et Claire étant mère célibataire sans solution de garde, elle avait été contrainte de l'amener avec elle. Elle avait ordonné à sa fille de rester tranquillement assise dans un coin de la cuisine du personnel et de ne déranger personne. Mais Chloé était curieuse. Pendant que sa mère nettoyait une autre pièce, elle s'aventura discrètement dans le long couloir menant aux appartements privés de M. Alja. La porte du salon était entrebâillée. Elle aperçut le vieil homme assis dans un grand fauteuil, tourné vers la fenêtre, contemplant la ville. Il paraissait terriblement triste, comme un roi solitaire, tiré d'un conte. Il n'avait rien du puissant industriel dont tout le monde parlait à voix basse. Il ressemblait simplement à un grand-père qui avait besoin d'un câlin. Sans réfléchir, la fillette entra dans la pièce. Amir entendit les petits pas et tourna lentement la tête. Il vit la petite fille tenant dans sa main une feuille de papier légèrement froissée. « Bonjour », dit-il d'une voix douce, continuant à jouer son rôle, la main tremblante, tandis qu'il désignait un tabouret. Chloé ne remarqua pas le tremblement. Elle ne vit que ses yeux tristes. Elle s'approcha et tendit la feuille. C'était un dessin au crayon de couleur, un grand soleil souriant, aux rayons jaunes éclatants. « C'est pour vous, dit-elle timidement. Maman dit que vous n'allez pas bien. Mon arrière-grand-père disait toujours qu'un peu de soleil aide à tout guérir. » Amir prit le dessin, ses doigts, effleurant ceux de la fillette. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un contact dénué de toute attente, un geste offert sans rien demander en retour. Il contempla le dessin simple et enfantin, et une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine, plus forte que n'importe quel succès passé. « Merci », murmura-t-il. Et pour la première fois, ses mots n'étaient pas fins. « Merci beaucoup, petite. » Il ne le savait pas encore, mais la véritable épreuve venait de commencer. Et la seule personne qu'il n'avait jamais songé à tester serait la seule à réussir. Les jours devinrent des semaines, et la grande mise en scène d'Amir Alja se poursuivit. Il joua son rôle avec la même discipline qui avait bâti son empire. Il passait des heures assis dans son fauteuil, feignant la faiblesse et l'égarement, attendant que la vérité se révèle autour de lui. Parfois, Amir restait de longues minutes à fixer un mur sans expression. D'autres fois, il feignait de feuilleter un livre, comme si les mots étaient écrits dans une langue étrangère. Il laissait sa main trembler, sa voix vaciller, et ses pas devenir lents et incertains. Peu à peu, le personnel vit le géant se transformer en poussière, et leurs comportements changèrent d'abord subtilement, puis de manière évidente. Grégoire Thibault, toujours aussi ambitieux, commença à s'approprier le monde du dirigeant comme s'il lui appartenait déjà. Il se mit à utiliser l'ascenseur privé d'Amir, à tenir des réunions dans le bureau personnel du chef, assis dans le grand fauteuil en cuir, qui avait été le trône d'Amir pendant des décennies. Il parlait de lui, au passé devant les partenaires d'affaires. Monsieur Alja a toujours cru en une expansion agressive. Je ne fais que poursuivre sa vision. Il se voyait non pas comme un gardien de l'héritage, mais comme le nouveau maître de l'ère à venir. Un après-midi, Grégoire entra dans le penthouse sans prévenir, accompagné de 2 décorateurs portant des échantillons de tissus et des plans. Il trouva Amir assis près de la fenêtre, une couverture sur les jambes. « Monsieur », dit-il d'un ton fort et condescendant, comme s'il s'adressait à un enfant. « Nous venons simplement discuter de quelques petites rénovations pour l'étage exécutif, rien d'inquiétant. »
Amir leva les yeux feignant la confusion. Des rénovations. J'aime bien le bureau. Bien sûr que oui, monsieur. C'est un bel espace, répondit Grégoire avec un sourire faussement aimable. Mais il est temps d'une mise à jour, d'une nouvelle ère. Puis, ignorant complètement Amir, il se tourna vers les décorateurs. Ce mur-là doit disparaître. Je veux un concept ouvert plus de lumière, quelque chose qui reflète un leadership moderne. Amir les regardait en silence, la colère grondant sous sa façade calme. Il était devenu un fantôme dans sa propre maison, un vestige vivant dont l'héritage se faisait démanteler sous ses yeux. Évelyne Renaud, elle était plus subtile, mais infiniment plus dangereuse. Son arme n'était pas un marteau, mais un stylo-plume. Elle présenta à Amir des piles de documents à signer, les décrivant comme de simples formalités trimestrielles ou des ajustements fiscaux sans importance. Elle guidait sa main tremblante jusqu'à la ligne de signature, sa voix douce et rassurante. Ce sont des procédures standards, monsieur Alja, pour protéger vos biens. Amir, dont l'esprit restait acéré, comme une lame, feignait de ne pas comprendre. Mais il lisait la vérité dans les petites lignes. Évelyne créait des sociétés écrans, transférant la propriété de filiales secondaires à des entreprises dont les administrateurs n'étaient autres que ses propres proches. Elle découpait lentement l'empire d'Amir, une mort à coups d'aiguille juridique, convaincue que le vieil homme affaibli n'y verrait que du feu. Pendant ce temps, Maître Davir surveillait tout. Il laissait Évelyne s'enfoncer, bâtissant sans le savoir la cage de sa propre condamnation. Bruno Morel, le chef de la sécurité, trahit sa loyauté, non pas par trahison directe, mais par négligence. Celui qui devait être un bulldog gardant la porte était devenu un vieux chien paresseux, dormant au soleil. Les protocoles stricts de sécurité du Penthouse se relâchèrent. Les visiteurs autrefois vérifiés pendant des semaines passaient désormais sur simple recommandation de Grégoire. Bruno utilisa même les véhicules blindés de la société pour partir en week-end, prétextant des tests de trajet de sécurité. Il était payé une fortune pour protéger un homme qu'il ne considérait plus que comme une figure décorative. Amir lui observait tout à travers les caméras cachées, ses silencieuses compagnes. Elles enregistraient chaque mot condescendant, chaque signature perfide, chaque manquement au devoir. Chaque soir, il visionnait les enregistrements, le cœur un peu plus lourd à chaque nouvelle trahison. Le grand Penthouse, jadis, symbole de sa réussite, lui semblait désormais une cage dorée remplie de serpents. Mais au milieu du venin, il y avait un antidote, une petite fille de 10 ans aux cheveux couleur de soleil. Chloé continuait de lui rendre visite. Sa mère Claire restait nerveuse, répétant sans cesse à sa fille de ne pas déranger monsieur. Mais Amir insistait. La présence de l'enfant lui apportait du réconfort. Chloé ne voyait pas en lui un vieil homme malade. Elle voyait un ami. Elle lui apportait de petits trésors de son monde, un caillou brillant trouvé au parc, une plume bleue, un livre d'énigmes emprunté à l'école. Un jour, elle arriva avec un petit livre en cuir usé. « C'était à mon arrière-grand-père », dit-elle d'une voix pleine de respect. Elle s'assit sur le tabouret à côté du fauteuil, les pieds pendants sans toucher le sol. Il s'appelait Sergent Michel Donavan. C'était un héros de guerre. Amir se pencha sincèrement intrigué. « Parle-moi de lui. » « Il a combattu dans une grande guerre il y a très longtemps, » expliqua Chloé, les yeux grands et sérieux. « Il était très courageux. Il a sauvé tout son régiment quand ils étaient piégés. Ils lui ont donné une grande médaille pour ça. » Elle s'interrompit un instant, puis ajouta doucement. « Mais il disait toujours que la médaille n'était pas ce qui comptait. Ce qui importait vraiment, c'était que ces hommes sachent qu'ils ne les abandonneraient jamais. » Elle ouvrit alors le petit livre. C'était un recueil de poèmes. Il me les lisait souvent.
il disait que parfois les mots étaient plus forts que les balles. Puis elle ajouta « Il avait une phrase préférée. Maman l'a écrite pour moi afin que je ne l'oublie jamais. » Elle sortit un petit papier plié et lut à voix basse « La loyauté est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur. » Ces mots frappèrent Amir comme un coup de tonnerre. Devant lui, cette fillette de 10 ans, descendante d'un humble héros de guerre, exprimait le principe même sur lequel il avait bâti sa vie, celui qu'il voyait désormais si douloureusement absent. Il leva les yeux vers le visage sincère de Chloé, puis vers la ville à travers la vitre. Il avait accumulé des fortunes dans toutes les devises du monde, mais il était ruiné dans la seule qui comptait vraiment. À partir de ce jour-là, leur lien s'approfondit. Chloé vint souvent lui lire les poèmes de son arrière-grand-père. Sa voix claire emplissait la pièce silencieuse, contrastant avec les chuchotements de trahison qui flottaient derrière la porte. Elle ne voulait ni son argent, ni son pouvoir. Elle voulait simplement partager une histoire avec son vieil ami. Un après-midi, alors qu'elle lisait la main d'Amir, se mit à trembler plus fort que d'habitude, un vrai effet du médicament cette fois. En voulant attraper un verre d'eau, il le renversa sur sa chemise et sentit une gêne réelle. Grégoire et Evelyne, qui venaient d'entrer pour parler, affaires échangèrent un regard de pitié, mêlé de dédain. « Oh, mon pauvre ami !» fit Evelyne d'une voix douce et fausse. « Je vais appeler quelqu'un pour nettoyer. » Mais avant qu'elle ne bouge, Chloé posa son livre, courut chercher un chiffon et revint. Sans rien dire, elle essuya doucement la chemise du vieil homme. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle avec un sourire. « Ce n'était que de l'eau, ça va sécher. » Dans ce geste simple, Amir sentit un bouleversement profond. Grégoire et Evelyne voyaient une tâche à faire disparaître. Chloé voyait un être humain à aider. Il regarda ces deux dirigeants froids et calculateurs, puis la fillette qui arrangeait la couverture sur ses genoux. Il avait lancé ce test pour démasquer les serpents de son jardin, et il venait d'y découvrir une fleur. Il sut qu'il ferait tout pour la protéger. La scène semblait peinte d'un côté, Grégoire et Evelyne, symbole d'un monde froid et intéressé. De l'autre, une enfant tenant un chiffon, incarnant la bonté pure. Amir se sentit soudain clair et apaisé. Il savait désormais ce qu'il défendait. Ce n'était plus son entreprise, ni sa fortune, mais la preuve que la loyauté et l'amour, la vraie monnaie du sergent Michel Donavan et de son arrière-petite-fille, avaient encore une valeur. « Merci, Chloé », dit-il d'une voix sincère qui surprit les deux cadres. Il posa sa main sur la sienne. « Tu as un bon cœur. » Grégoire, impatient, s'éclaircit la gorge. « Monsieur, pourriez-vous signer ces autorisations d'investissement? C'est urgent. » Il posa un dossier sur la table. Amir le fixa d'un air vide. « Signer ma main tremble trop aujourd'hui. »« Ne vous inquiétez pas, » dit Evelyne en s'approchant avec un stylo argenté. « Je peux guider votre main, ce n'est qu'une formalité. » Elle attrapa sa main, ses doigts froids sur sa peau. Mais avant qu'elle ne puisse la refermer, Chloé dit calmement « Mon arrière-grand-père disait qu'il ne faut jamais signer quelque chose qu'on n'a pas lu 3 fois. » Sa voix n'accusait pas, mais résonnait avec la pureté d'une vérité enfantine. Evelyne se figea le regard durci. « C'est très sage, ma chérie, mais ce sont des affaires de grands. Monsieur nous fait confiance pour lire à sa place. »« Mais c'est son nom, » répondit doucement Chloé. « C'est comme une promesse. Mon arrière-grand-père avait promis de ramener ses hommes, et il l'a fait. Il disait qu'une signature, c'est la même chose. » Le silence tomba lourd et vibrant. Amir observait Evelyne un léger sourire au coin des lèvres. Il savait que la partie venait de tourner. Un silence tendu emplit la pièce. Grégoire lança à Evelyne un regard lourd de sens. « Fais sortir cette gamine d'ici. » Amir lui sentit monter une vague d'admiration. Cette fillette armée seulement de la sagesse d'un soldat mort depuis longtemps venait de bouleverser leur plan soigneusement établi.
Il retira lentement sa main de celle d'Evelyne. « La petite a raison, » balbutia-t-il, laissant sa tête pencher légèrement de côté. « Lire autant me donne mal à la tête. Nous signerons demain. » La mâchoire de Grégoire se crispa, mais il ne pouvait pas insister sans dévoiler ses intentions. Forcer un vieil homme malade à signer des documents aurait fait mauvais effet, surtout devant une témoin, même âgée de 10 ans. « Bien sûr, monsieur, » dit-il en forçant un sourire. « Comme vous voudrez. Votre santé passe avant tout. » Ils se retirèrent vaincus pour l'instant. Dans le couloir, leur chuchotement était sec et venimeux. « Il faut se débarrasser de cette peste, » siffla Evelyne. « Elle complique tout. »« Je parlerai à sa mère, » répondit Grégoire, la voix glaciale. « Je lui rappellerai les termes de son contrat. Ici, c'est un lieu de travail, pas une garderie. » Amir les regarda s'éloigner, puis baissa les yeux vers Chloé, déjà replongée dans son livre de poèmes. Une émotion nouvelle protectrice et farouche monta en lui. Il la voyait comme un obstacle. Lui commençait à la voir comme sa rédemption. Le lendemain, Claire, la mère de Chloé, entra dans le bureau du chef, le visage pâle et inquiet. Elle tordait nerveusement son tablier entre ses doigts, incapable de croiser son regard. « Monsieur, je vous présente mes excuses. Ma fille, elle a dépassé les limites. Monsieur Thibault m'a expliqué qu'elle vous distrayait. Je ne la ramènerai plus. » Amir s'y attendait. Il savait que Grégoire agirait vite pour écarter la seule présence honnête de son entourage. Il adoucit ses traits, adoptant l'air fragile et mélancolique du vieil homme solitaire. « Non, » dit-il d'une voix douce et hésitante. « L'enfant, elle me réconforte. Ses lectures m'apaisent. Le silence de cette grande maison est trop bruyant. » Il fit trembler légèrement sa main en la tendant vers elle. « J'insiste. Je parlerai moi-même à Monsieur Thibault. Je lui dirai que c'est moi qui souhaite sa présence. » Claire leva la tête, les yeux pleins de surprise et de gratitude. « Vraiment, monsieur? »« Oui, vraiment, » confirma Amir. « Laissez-la venir. J'ai besoin d'une amie. » Le mensonge était si proche de la vérité qu'il en devint presque réel. Il n'avait pas besoin d'une amie, mais cette fillette de 10 ans était la seule qu'il avait. Sur ordre direct du chef Grégoire et Evelyne, durent tolérer la présence de Chloé, mais leur frustration grandit, et avec elle leur imprudence. Ils voyèrent la fortune leur glisser entre les doigts, retardée par les caprices d'une enfant, et la lucidité imprévisible d'un vieil homme qu'ils croyaient mourant. Ils décidèrent d'accélérer leur plan, obtenir la procuration générale, la clé qui leur ouvrirait tout le royaume. Maître Davies, l'avocat d'Amir, avait prévu cette manœuvre. Il avait rédigé un document qui en apparence accordait à Grégoire et Evelyne un large pouvoir de gestion sur les biens de son client. Mais caché dans les profondeurs du jargon juridique se trouvait une clause destructrice. La procuration ne prendrait effet qu'après la signature d'un collège de 3 médecins dont l'un était un allié fidèle de Daviers, prêt à ne jamais signer. C'était un cheval de Troie conçu pour paraître une faveur et devenir leur piège. Les conspirateurs mordirent à l'hameçon. Evelyne passa 2 jours à simplifier le document, puis le présenta à Amir sous prétexte d'alléger sa charge. Cela permettra simplement à Grégoire et à moi de gérer les affaires quotidiennes, monsieur, expliqua-t-elle d'une voix mielleuse. Ce n'était qu'une mesure temporaire, le temps que vous alliez mieux. C'est pour votre sécurité. Ils choisirent un jour où Amir semblait particulièrement faible. Le docteur Petit avait ajusté le dosage de ses médicaments pour accentuer les tremblements et le trouble de la parole. Quand ils le trouvèrent dans la bibliothèque, il paraissait fragile, perdu le regard vide devant la fenêtre. Chloé n'était pas là ce jour-là, sa mère l'avait emmené chez le dentiste. L'occasion était parfaite. « Monsieur », dit Grégoire en déposant le document et un stylo devant lui. « Evelyne a préparé les papiers de protection dont nous avons parlé. Ils sont prêts à être signés. » Amir fixa la feuille, plissant les yeux
comme si les mots se brouillaient. Il prit le stylo, sa main tremblant si fort que la pointe dansait sur la page. C'était le moment où il devait signer pour que le piège se referme, tout en rendant la scène crédible. Il approcha le stylo du papier, puis le laissa tomber. « Je n'y arrive pas », murmura-t-il, la voix lourde d'un désespoir joué à la perfection. « Ma main ne m'obéit plus. » Evelyne et Grégoire échangèrent un regard triomphant. C'était encore mieux que prévu. S'il ne pouvait plus signer, il pourrait saisir le tribunal pour obtenir le contrôle sous prétexte de son incapacité mentale. « Ce n'est rien, monsieur, » dit Evelyne d'une voix faussement compatissante. « Ne vous en faites pas, nous comprenons. » Ils emportèrent le document non signé et quittèrent la pièce, convaincus d'avoir désormais toutes les armes nécessaires. Dès qu'ils furent sortis, ils appelèrent leur propre avocat, un homme réputé pour son efficacité impitoyable, et entamèrent une procédure visant à faire déclarer Amir Alja mentalement incompétent. À leurs yeux, il ne restait plus que quelques manœuvres juridiques avant la victoire totale. Ils ignoraient que Maître Davier surveillait chacun de leurs gestes, les laissant s'enfoncer toujours plus profondément dans le labyrinthe légal qu'il avait soigneusement construit. Pendant que les loups d'affaires s'approchaient de leur proie, un autre drame se jouait parmi le personnel de maison. Thomas. Un jeune valet travaillait pour le maître depuis 10 ans. Il le respectait profondément. Amir avait autrefois payé l'opération coûteuse de sa mère, un acte de bonté que le jeune homme n'avait jamais oublié. Silencieux observateur, Thomas voyait tout. Il voyait la façon dont Grégoire s'asseyait dans le fauteuil du chef comme s'il lui appartenait déjà. Il remarquait l'éclat de satisfaction dans les yeux d'Evelyne lorsqu'elle croyait ne pas être observée. Il entendait Bruno rire au téléphone, en plaisantant sur ses virées en Rolls-Royce prêté par le patron. Chaque jour, sa loyauté lui pesait davantage. Un soir, après avoir servi le dîner d'Amir, Thomas resta immobile près de la porte. « Quelque chose te tracasse, mon garçon ?» demanda Amir d'une voix soudain claire. Il avait remarqué l'inquiétude dans ses yeux depuis des semaines. Thomas inspira profondément. « Monsieur, je ne voudrais pas manquer de respect, mais je suis inquiet pour vous, pour ce qui se passe ici. » Amir le fixa, abandonnant momentanément son rôle de vieil homme affaibli. « Qu'as-tu vu, Thomas? Monsieur Thibault agit comme s'il était déjà propriétaire. Madame Renaud passe son temps avec les avocats. Et Bruno, la sécurité n'en est plus une, monsieur. Il ne vous protège pas, il vous isole. » Il baissa la voix nerveux. « Je crois qu'il profite de votre maladie. Je crois qu'il vous vole. » C'était la première fissure dans le mur du silence. Le premier homme à risquer sa place pour dire la vérité. Amir ressentit une profonde gratitude. « Ta loyauté est notée, Thomas, » dit-il d'une voix douce mais ferme, « et elle sera récompensée. Pour l'instant, je veux que tu continues d'observer. Sois mes yeux et mes oreilles parmi le personnel. Mais prudence, ces gens sont dangereux. Ne laisse pas deviner que nous avons parlé. » Thomas acquiesça soulagé, le regard brillant d'un nouveau sens du devoir. En quittant la pièce, il se sentait plus grand que jamais. Il n'était plus un simple valet. Il était un soldat secret au service d'un roi que tous croyaient perdu. Amir avait désormais 2 alliés dans sa forteresse, un jeune domestique loyal et une fillette de 10 ans. Ce n'était pas une armée, mais c'était un début, une lueur dans l'obscurité qui s'épaississait. Le lendemain après-midi, Chloé revint, mais elle semblait changer. Son habituelle énergie lumineuse s'était éteinte. Assise sur son tabouret, elle ne sortit pas son livre. « Qu'y a-t-il, petite ?» demanda Amir doucement. « Maman est inquiète », répondit Chloé en baissant les yeux. Elle a entendu les autres domestiques parler. Ils disent que M. Thibault veut vous envoyer dans un hôpital spécial, un endroit pour les vieux malades.
Ils disent que vous ne vivrez plus ici. » Le sang d'Amir se glaça. C'était une nouvelle étape. Il ne se contentait en plus de vouloir s'emparer de ses biens, il projetait de le faire interner, de le faire disparaître, de l'enterrer vivant dans une prison dorée. Il regarda le visage inquiet de Chloé, et sa résolution se transforma en acier. Ce qui avait commencé comme une épreuve morale devenait une guerre. Et il jura qu'il ne les laisserait pas gagner. Plus encore, il ne laisserait personne faire du mal à l'unique personne qui lui avait rappelé la vraie richesse. Il posa une main sur la sienne. « Ne t'en fais pas, ma petite, » dit-il d'une voix basse et ferme. « Mon grand-père aussi était soldat, et il m'a appris qu'on ne cède jamais sa maison. » Chloé leva les yeux, un mince sourire revenant sur son visage. Elle ne comprenait pas tout, mais elle saisissait la promesse dans ses yeux, son ami ne partirait nulle part. Le dernier acte approchait. Grégoire et Evelyne, armés de leurs requêtes et d'un groupe de médecins sans scrupules, s'apprêtaient à frapper leur dernier coup. Ils croyaient mettre échec et Matt un roi déchu. Ils ignoraient qu'ils entrèrent dans le piège du roi, où la reine, le chevalier et la tour les attendaient déjà patiemment. La tempête allait éclater sur le Pentouse. Et lorsqu'elle le ferait, le monde entier apprendrait la véritable valeur de la loyauté. La confrontation finale n'aurait pas lieu dans une salle d'audience glaciale et impersonnelle, mais dans le cœur même du domaine d'Amir Alja, la grande bibliothèque de son Pentouse. Grégoire et Evelyne, sûrs de leur victoire, avaient organisé une audience privée de tutelle, persuadés que rien ne pouvait plus leur échapper. Ils avaient engagé 2 médecins, qui pour une somme rondelette acceptèrent de témoigner que le grand homme n'était plus que l'ombre de lui-même, incapable de gérer ses affaires. Ils avaient même réussi à convaincre un juge, un certain Harrison réputé, pour se laisser influencer par les puissants, de présider l'audience informelle. Pour eux, c'était l'échec, et mat final élégant et irréversible. Le matin de l'audience, l'atmosphère du penthouse était lourde, presque funèbre. Bruno Morel montait la garde devant la porte de la bibliothèque, le visage fermé, impassible. À l'intérieur, Grégoire et Evelyne avaient disposé les chaises 2 pour leur médecin, une pour le juge, et une grande confortable au centre, le trône d'un roi déchu. Ils envoyèrent une infirmière chercher Amir. Il se laissa conduire, traînant les pieds, l'air perdu et confus. Il s'assit dans le fauteuil, incarnant parfaitement l'image d'un vieil homme brisé par la maladie. En voyant les sourires satisfaits de ses conseillers, il sentit un nœud de colère froide se serrer au creux de son ventre. Le juge Harrison, un homme corpulent à la moustache soigneusement taillée, ouvrit la séance. Ceci est une audience informelle, destinée à évaluer l'état cognitif de M. Amir Alja et à déterminer s'il est dans l'intérêt de sa succession d'instaurer une tutelle temporaire. Grégoire prit la parole. Le premier, sa voix dégoulinant d'une tristesse étudiée. « Votre honneur, c'est le cœur lourd que nous sommes ici aujourd'hui. Monsieur Alja a été pour nous un mentor, un guide, presque un père. Mais, comme le confirmera son médecin, le docteur Petit, son état s'est rapidement dégradé. Il n'est plus l'homme qu'il était. Nous ne cherchons qu'à le protéger, lui et son héritage. » Evelyne présenta alors une montagne de documents, la procuration non signée des rapports financiers falsifiés pour paraître chaotiques et des attestations rédigées par leurs médecins achetés. Ces derniers prirent ensuite la parole, enchaînant les termes médicaux complexes pour dépeindre un tableau d'irréversible déclin mental. Amir resta impassible, les mains tremblantes sur ses genoux, jouant son rôle à la perfection. Par moments, il murmurait un mot incohérent ou fixait le vide d'un air absent. Grégoire et Evelyne exultaient intérieurement. Tout se déroulait comme prévu. « Il me semble clair », déclara le juge Harrison en jetant à Amir un regard compatissant et condescendant, « que M. Alja n'est plus en état de gérer ses affaires. Je suis enclin à accorder la tutelle temporaire à M. Thibault et Mme Renaud. » Ah,
Il allait rendre sa décision lorsque les grandes portes de la bibliothèque s'ouvrirent brutalement. Maître Davies, l'avocat d'Amir, entra d'un pas ferme. Ce n'était pas un homme impressionnant physiquement, mais il dégageait une autorité glaciale. Derrière lui, 2 collaborateurs portaient des mallettes pleines de dossiers. « Votre honneur », lança-t-il d'une voix nette comme une lame, « cette audience est prématurée. » Et puis-je ajouter, fondée sur un tissu de mensonges. Grégoire bondit de sa chaise. « Maître Davies, ceci est une affaire privée. Votre présence n'est pas requise. » « Oh, je crois bien que si, » répondit calmement l'avocat, s'avançant vers le centre de la pièce. Il fixa le juge. « Votre honneur, mon client, est victime d'un complot organisé pour le dépouiller de ses biens et de sa liberté. Un complot orchestré par les 2 mêmes personnes qui demandent aujourd'hui la tutelle. » Un murmure choqué parcourut la salle. Evelyne pâlit. « C'est scandaleux !» s'écria-t-elle. « Ce vieil avocat tente désespérément de garder son influence sur un homme malade. »« Malade !» répéta Davies en se tournant vers Amir. « Ou bien l'homme le plus lucide de cette pièce. » Et alors cela arriva. Amir Alja redressa lentement le dos. Le tremblement de ses mains cessa. Il leva la tête et le regard vide fit place à une flamme vive perçante, celle qui avait fait trembler les géants de la finance pendant un demi-siècle. Il fixa Grégoire et Evelyne droit dans les yeux, et sa seule présence sembla aspirer tout l'air de la salle. « Bonjour Grégoire. »« Evelyne, » dit-il d'une voix ferme et profonde, sans la moindre hésitation. « Vous ne vous attendiez pas à me voir ainsi, n'est-ce pas? » La transformation fut si soudaine, si totale, que tout le monde resta figé. Les 2 médecins échangèrent un regard paniqué. La mâchoire du juge s'affaissa. Grégoire et Evelyne avaient l'air d'avoir vu un fantôme furieux et terriblement lucide. « Mais, votre maladie, docteur Petit, » balbutia Grégoire, la gorge sèche. « Le docteur Petit est un vieil ami loyal, » répondit Amir en se levant lentement. Il n'était plus un vieillard affaibli, mais un roi reprenant son trône. Il m'a aidé à mettre en scène une représentation. Une pièce destinée à révéler la véritable nature de ceux qui m'entourent. Et vous 2, vous avez dépassé mes pires attentes. » Maître Davies s'avança et posa un ordinateur portable sur la grande table, le connectant à l'écran mural. « Votre honneur, nous avons des preuves, » annonça-t-il. Pendant l'heure qui suivit, la bibliothèque plongea dans un silence glacial. Les images projetées montraient Grégoire dans le bureau du président, se vantant auprès de designers de sa nouvelle ère de direction. Evelyne guidant la main tremblante d'Amir pour lui faire signer des documents, tout en lui murmurant de faux mots rassurants, et Bruno Morel riant au téléphone en plaisantant sur l'utilisation des voitures de société pour ses loisirs personnels. Puis vinrent les preuves financières. Maître Davies révéla une traçabilité nette et implacable des détournements. Evelyne avait siphonné des millions vers des comptes offshore et des sociétés écrans gérées par sa famille, tandis que Grégoire tentait de vendre des actifs à prix dérisoire à un concurrent avec lequel il entretenait un partenariat secret. Enfin, il présenta la déclaration sous serment de Thomas Levalet, décrivant la corruption et le mépris qui avaient gangrené la direction. Lorsque la présentation prit fin, le silence tomba lourd et total. Grégoire et Evelyne, figés, étaient livides, anéantis. Amir s'avança lentement vers eux. Il s'arrêta devant Grégoire. « Tu t'es assis dans mon fauteuil, » dit-il d'une voix basse et tranchante. « Tu as vu ma faiblesse comme une opportunité. Tu n'es qu'un homme sans honneur ni loyauté. » Puis se tournant vers Evelyne. « Et toi, c'est encore pire. Tu as feint la bienveillance pendant que tu me poignardais dans le dos. Ta trahison est la plus méprisable de toutes. » Enfin, il regarda Bruno, tremblant près de la porte.
Et toi, je t'ai payé pour me protéger. Tu as laissé les renards entrer dans le poulailler. Tu fais honte à l'uniforme que tu portais autrefois. Soudain, les portes s'ouvrirent. Claire, la mère de Chloé, entra pâle et effrayée, tenant la main de sa fille. L'enfant regardait la scène confuse et terrorisée. Grégoire, dans un sursaut de haine, désigna la fillette. « Tout est de sa faute. Sans cette gamine, notre plan aurait marché. » La colère d'Amir, jusque-là contenue, éclata. Il s'élança vers lui, les yeux brûlants. « Tu ne parleras pas d'elle. » Cet enfant, dans sa pureté, a montré plus de loyauté et d'honneur en une journée que toi, dans toute ta misérable vie. Puis il se tourna vers Chloé. Son expression s'adoucit. Il s'agenouilla devant elle. « Chloé, tu te souviens de ce que ton arrière-grand-père disait, que la loyauté est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur? » La fillette hocha timidement la tête. « Il avait raison, » dit Amir, la voix serrée d'émotion. « J'ai passé ma vie à accumuler toutes les autres richesses, mais j'étais le plus pauvre des hommes. Toi et la mémoire de ton arrière-grand-père m'avaient rendu riche à nouveau. » Il se releva et fit face à l'assemblée. L'audience est terminée. Grégoire Thibault, Évelyne Renaud, Bruno Morel, vous êtes renvoyés. Vos biens seront gelés et vous serez poursuivis dans toute la rigueur de la loi. La sécurité vous escortera hors des lieux. Vous ne partirez qu'avec les vêtements que vous portez. Thomas, désormais promu chef de la sécurité, exécuta l'ordre sans trembler. Avant leur départ, Amir ajouta « Quant à l'avenir, il y aura des changements. Mon premier acte sera la création de la Fondation Sergent Michel Donavan, destinée à aider les anciens combattants et leurs familles. Elle sera financée par chaque centime qu'Évelyne Renaud a tenté de me voler, et davantage encore. » Puis il tourna son regard vers Claire et Chloé, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois depuis des années. « Claire, j'aimerais que vous deveniez responsable des affaires domestiques et que vous et Chloé viviez ici au Penthouse. Il y a bien assez de place. » Claire, bouleversée, porta la main à sa bouche. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » répondit doucement Amir. « Cette maison a besoin d'une famille du soleil que votre fils apporte. » Et elle accepta. 1 an plus tard, 12 mois 365 jours, un battement de cœur dans une vie. Amir Alja n'était plus le roi solitaire d'autrefois, mais un homme enfin entouré de loyauté, d'amour et de lumière. L'homme qui se tenait maintenant devant les immenses baies vitrées était si fondamentalement différent de celui qui 1 an plus tôt contemplait son royaume solitaire qu'on aurait pu croire à 2 âmes distinctes. Le fantôme avait disparu, remplacé par un homme fermement, joyeusement ancré dans le présent. La maison Grand-Pin, jadis, musée silencieux de richesse, respirait désormais la vie. Le calme stérile avait été chassé par les éclats de rire de Chloé, résonnant dans les couloirs de marbre, par le parfum du gâteau maison de Claire, se mêlant parfois à celui des orchidées rares, et par le bavardage animé d'Amir, expliquant les règles des échecs à une fillette très sérieuse de 10 ans. Le personnel désormais dirigé par la loyale et compétente Claire ne marchait plus sur des œufs. On souriait, on plaisantait, on se sentait membre d'un foyer, plutôt qu'employé d'une demeure. Thomas le valet, qui avait risqué sa carrière pour dire la vérité, était devenu l'assistant personnel et directeur administratif d'Amir. Son intégrité tranquille s'était révélée plus précieuse qu'un diplôme d'élite. Constamment à ses côtés, il incarnait la preuve vivante que la loyauté n'était pas morte. Les journées d'Amir n'étaient plus rythmées par la monotonie des réunions et des rapports financiers. Ses matinées se passaient souvent dans un coin lumineux de la bibliothèque, désormais transformée en bureau de la Fondation Sergent Michel Donavan. Il n'y signait pas seulement des chèques, il y participait avec passion. Il lisait lui-même les demandes de subventions, les yeux humides, en découvrant les histoires de courage et de résilience
des anciens combattants et de leurs familles. Avec Chloé, il visitait souvent le projet phare de la Fondation, un centre communautaire ultramoderne pour vétérans, offrant réinsertion professionnelle, accompagnement post-traumatique et activités scolaires pour les enfants. Un après-midi d'automne, ils observaient dans le gymnase animé un groupe d'enfants jouer au basket, tandis que leurs parents suivaient une séance de thérapie. L'entraîneur, un vétéran en fauteuil roulant, qui avait perdu ses jambes à la guerre, souriait avec fierté. Il croisa le regard d'Amir et hocha la tête en signe de gratitude. Dans ce simple geste, Amir ressentit une satisfaction plus profonde que n'importe quelle fusion à plusieurs milliards. Il se pencha vers Chloé, les yeux brillants. « Tu vois, petite, ton arrière-grand-père sauve encore son peloton. Son héritage n'est pas dans une médaille rangée dans une boîte, mais ici, dans leur vie. » Chloé s'était épanouie dans sa nouvelle vie. Libérée des soucis constants de sa mère, son intelligence et sa curiosité s'étaient déployées. Les meilleurs professeurs lui étaient offerts, mais son mentor préféré restait le chic lui-même. Il lui enseignait l'histoire à travers des récits de voyage, la finance en lui montrant comment lire un bilan. Les chiffres racontent une histoire, mais il faut s'assurer qu'elle soit honnête, disait-il. Mais surtout, ils étaient devenus de véritables amis. Ensemble, ils bâtissaient d'immenses châteaux de Lego sur les tapis persans, enchaînaient les films avec trop de pop-corn et débattaient de tout, de l'astrophysique jusqu'à la question essentielle. Les écureuils se souviennent-ils vraiment de toutes leurs cachettes? Chloé lui avait offert le cadeau d'une seconde enfance, la possibilité de goûter enfin aux joies simples que son ambition passée lui avait refusées. Quant aux artisans de sa chute manquée, leur déclin fut aussi rapide que total. Les preuves rassemblées par Maître Daviers étaient irréfutables. Grégoire Thibault et Évelyne Renaud furent reconnus coupables de fraude de détournement de fonds et d'une longue liste de crimes financiers. Le juge Harrison, publiquement discrédité et lui-même visé par une enquête, fit d'eux un exemple. Ils furent condamnés à de longues années de prison, dépouillés de leurs biens mal acquis, et leurs noms devinrent un avertissement gravé dans les annales du monde des affaires. Bruno Morel, condamné pour vol et manquement au devoir, écopa d'une peine plus légère, mais sortit briser sa carrière et sa réputation à jamais détruite. Ils avaient tout misé pour une fortune, et dans la solitude de leurs cellules, découvrirent qu'ils avaient perdu ce qu'ils ne pourraient jamais récupérer leur honneur. Sous sa nouvelle direction, Alja Global prospéra. Thomas veillait à l'application du nouvel idéal éthique d'Amir à tous les niveaux, et une équipe de cadres soigneusement sélectionnés transforma la culture d'entreprise. L'innovation fleurissait, le moral montait en flèche, et les bénéfices atteignirent des records. Le monde des affaires regardait avec stupéfaction le vieux lion jadis, donné pour finir rugir à nouveau plus fort, plus sage et plus respecté que jamais. Un soir exactement 1 an après l'audience. Amir et Chloé se tenaient devant la même baie vitrée où toute cette histoire avait commencé. Les lumières de la ville scintillaient au loin, les mêmes yeux immobiles. Mais elle n'était plus une audience froide et solitaire, seulement un magnifique décor pour une scène de paix et de douceur. Le dernier dessin de Chloé était accroché sur la vitre, un vieil homme souriant et une fillette se tenant par la main à côté d'un grand lion à l'air bienveillant. « À quoi penses-tu, Amir ?» demanda Chloé, la tête posée contre son flanc. Amir baissa les yeux vers elle, le cœur plein. Il se souvenait de l'homme désespérément seul qui s'était tenu ici 1 an plus tôt, un homme si appauvri d'âme qu'il avait dû monter une tragique mise en scène pour trouver un fragment de vérité. Il avait cherché des serpents et il en avait trouvé. Mais il avait aussi trouvé un ange. « Je pensais, dit-il d'une voix douce, à un vieux roi bien sot qui croyait que son trésor était fait d'or et de papier. » Il serra tendrement l'épaule de Chloé.
Et je pensais à la petite fille sage qui lui a montré que le vrai trésor est celui qu'on garde dans son cœur. Il désigna le dessin. Voilà, c'est mon bien le plus précieux désormais. Il avait voulu mettre le monde à l'épreuve, et c'est lui-même qui l'avait redécouvert. Il avait appris que la vraie mesure d'une vie ne se compte pas en milliards, mais en amour inspiré et en loyauté gagnée. Il avait feint la maladie pour voir qui resterait, et à la fin, la foi pure d'une enfant, portant dans ses veines le sang d'un héros, n'avait pas seulement changé sa vie, elle l'avait sauvé. Le milliardaire Amir Alja était enfin réellement l'homme le plus riche du monde. Et c'est ici que se termine notre histoire, pour l'instant. Chaque fois que je partage l'une d'elles, j'espère qu'elle vous offre un moment pour vous évader, pour respirer un peu hors du quotidien. Dites-moi ce que vous faisiez, en écoutant peut-être vous détendiez-vous après une longue journée ou pendant une balade de nuit. Laissez un mot en commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous souhaitez qu'on se retrouve pour une prochaine histoire, un petit like ou un abonnement fait toute la différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.